Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7 et surtout à ce magazine, le journal de la rédaction. Le journal de la rédaction, comme vous le savez, c'est l'actualité, l'analyse de l'actualité de la semaine. Et notre pays reste particulièrement marqué par l'accord cadre signé le dimanche dernier par 11 chefs d'État et sous l'égide des Nations Unies, bien sûr, pour le retour de la paix dans la partie orientale du pays. Et pendant ce temps, le mouvement du M23 vole en éclats. Aujourd'hui, le M23 a ce qu'on appelle désormais l'aile Sultani Makenga et l'aile Jean-Marie Runiga. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce mouvement rebelle qui occupe le territoire de Rutshuru et les environs de Bunagana? C'est ce que nous allons tenter d'analyser dans cette émission qui va également revenir sur la décentralisation, non pas seulement au niveau national, mais surtout à Kinshasa, avec ce que le gouvernement provincial doit faire pour pouvoir, n'est-ce pas, renflouer les caisses de l'hôtel de ville et amorcer les développements dans la ville de Kinshasa. Et pour discuter de toutes ces questions, nous avons sur ce plateau nos confrères de tous les temps, Israël Moutala du magazine économique Géopolis. Bonsoir Israël. Bonsoir Charlie. À ses côtés, Serge Nseka de Congo Web Télévision. Bonsoir Serge. Bonsoir. Et de l'autre côté, bienvenue Mariba Koumania du groupe de presse Mediaset. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Charlie. Et ainsi que vous le constatez, la chaise de Diana reste inoccupée. C'est la chaise vide parce que Diana, qui vient tout le temps à cette émission, est toujours écrouée à la prison centrale de Makala. Nous avions décidé de laisser cette chaise vide jusqu'au moment où il sera libéré. Voilà, vous allez nous comprendre. Alors, nous revenons dans notre sujet. Israël, nous commençons avec vous. Accord cadre signé par les 11 chefs d'État, dont le président Joseph Kabila, le président rwandais Paul Kagame et les autres. Votre analyse d'abord de cet accord, est-ce que c'est déjà un pas vers la paix que nous recherchons? À mon sens, cet accord cadre qui est intervenu à Addis Abeba le dimanche dernier est une excellente chose pour la République démocratique du Congo. Je pense que là, nous allons petit à petit vers le retour durable de la paix en RDC et partant dans la sous-région de Grand Lac. Donc je crois que c'est une consécration, qu'on le veuille ou non, à mon sens, c'est une consécration du succès diplomatique de la RDC. Donc nous avons été incapables en tant qu'État de nous défendre face aux menaces extérieures. Nous avons enclenché la machine diplomatique et celle-ci vient de porter ce fruit par la signature, par les 11 chefs d'État, parrainés par l'ONU de cet accord, parrainé par l'ONU et l'UA. Donc moi je pense que cet accord est un espoir d'un retour à la paix durable. Nous devons travailler à le consolider, nous devons travailler à le mettre en œuvre. Nous allons le décortiquer tout à l'heure, mais à mon sens, c'est une victoire diplomatique pour Joseph Kabila, c'est une victoire diplomatique pour Raymond Tchibanda, c'est une victoire diplomatique pour la RDC. Très bien. Alors Serge, comment avez-vous analysé cet accord signé par les chefs d'État à Addis Abeba? Oui, je pense que c'est l'aboutissement, comme Israël vient de le dire, d'un effort conjugué, d'un effort commun entre le Congo et ses voisins, parce qu'il faudrait, on l'a plusieurs fois souligné, l'implication, la responsabilité de nos voisins. Bon, en dehors du fait que les autres pays acceptent de ne plus soutenir ou venir en appui à ceux qui déstabilisent la République démocratique du Congo, je crois que cet accord charge ou rappelle la République démocratique du Congo à l'ordre. C'est-à-dire que c'est comme si cet accord semble nous donner comme l'impression que le problème n'est pas au niveau des voisins, n'est pas à l'extérieur, le problème c'est à l'intérieur. Mais je me pose la question, comment nous, dans notre pays, nous pouvons faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y ait des guerres, des gens qui ne pourront être, si on doit parler du Congo, de la Congo démocratique, c'est-à-dire qu'ils sont ravitaillés à partir de Kinshasa, les armes doivent venir de Matadi pour aller jusqu'à l'Est. Alors, il y a une forme d'hypocrisie, hein, donc qu'on ne sait pas. Ces gens-là, et moi je me pose déjà la question sur la bonne foi de ceux-là qui ont signé, parce que ça va faire combien d'années, Charlie, qu'on est dans cette galère? Et avec le même, on ne peut pas faire la guerre à la République démocratique du Congo sans avoir un appui dans le pays voisin, parce que vous serez ravitaillé par où, comment, par quels moyens? Nous connaissons comment, mais nous sommes presque... Le pays voisin s'engage. Mais il s'engage, mais ça c'est une chose. Mais le fait de mettre en pratique,
de respecter. Ça n'est une autre, c'est le 40e accord qu'on prend avec ces gens-là. C'est la 40e fois on prend langue avec nos voisins. Le président de la République, Joseph Kabila, a parlé combien de fois avec le président rwandais, avec le président ougandais, combien de fois? Est-ce qu'on peut encore se souvenir du nombre de fois? Mais qu'est-ce que nous avons obtenu comme avancée? Je pense que c'est une question de responsabilité par rapport à nous, Congolais, mais que nous soyons aussi à mesure de rappeler nos voisins. Alors, il y a un autre aspect, Charlie, tu me permettras. C'est pas nos voisins-là qui sont tout simplement intéressés dans ce qui se passe en République démocratique du Congo, au désordre, parce que derrière cette guerre, c'est une guerre, c'est l'économie, c'est les coltans, et tous les autres minéraux, qui sont intéressés par cela. Nous allons revenir qui sont intéressés par cela. Ce sont les gens qui utilisent nos voisins comme le bras qui doit frapper. Et puis, si on ne doit pas ouvrir, on a plutôt aujourd'hui la responsabilité d'ouvrir des débats, d'aller et d'indexer ces personnes-là qui sont presque connues et de les intégrer dans ces dialogues-là, qui prennent la responsabilité, l'engagement de ne plus jouer à ces jeux pour la paix. Très bien. Alors, puisse régner en République démocratique du Congo. Congo. Votre lecture de cet accord, on voit l'optimisme est permis dans tous les sens, mais comment avez-vous personnellement analysé cet accord cadre? Comme on l'avait dit la fois passée, c'est un accord cadre des capitulaires. C'est un accord cadre où la République démocratique du Congo est allée accepter la responsabilité d'être le problème pour la sous-région. C'est un accord qui instaure la paix voulue par les voisins et la communauté internationale. Ce n'est pas la paix telle que les Congolais voudraient. Cet accord-là, c'est la consécration de l'humiliation au plus haut point de la communauté congolaise, qui s'est montré incapable de faire face aux défis, de faire face aux enjeux. Et les défis et les enjeux, c'est quoi? Les défis et les enjeux, c'est défendre les frontières nationales. On ne va pas défendre les frontières nationales par la simple volonté des voisins, par la simple volonté de la communauté internationale. Non! On doit défendre les frontières nationales par notre propre volonté de vouloir exister en tant qu'État et de vouloir défendre nos richesses et nos populations, parce que c'est les devoirs de tout État. Donc, ce que cet accord consacre, c'est la faiblesse de la République démocratique du Congo, qui est pour le moment acceptée par tout le monde, y compris les Congolais eux-mêmes, parce que c'est le chef de l'État qui a signé cet accord. Nous avons tous bu la coupe jusqu'à la lie, pour dire que nous sommes le problème. Et nous nous engageons désormais à ne pas être le problème. Mais Charlie, le vrai problème, c'est quoi? C'est un énième accord qui a été signé par les partis en présence. Souvenez-vous de l'accord de Lusaka, les mêmes termes sont repris, les non-ingérences dans les affaires intérieures, souveraineté de la République démocratique du Congo. Prenez le pacte de paix de Nairobi, vous avez la même chose. Prenez le pacte qui crée la communauté internationale de la région des Grands Lacs, vous avez les mêmes choses. Quelle est la garantie que cette fois-ci c'est la bonne? Je n'en vois pas. Victoire, moi je ne vois pas de victoire. Moi je suis plutôt en train de pleurer que nous avons encore une fois vendu un peu de notre souveraineté et de notre fierté. Très bien. Alors Israël, nous allons maintenant rentrer dans l'accord lui-même. L'accord, c'est vrai, le partenaire ou le pays voisin s'engage à ne plus soutenir les groupes armés, à respecter l'indépendance de la République démocratique du Congo, mais pendant ce temps, la République démocratique du Congo doit amorcer des réformes sur le plan démocratique, sur le plan de la gestion des finances publiques. Alors, toutes ces questions-là, on doit nous les dire dans un accord signé en dehors du pays. C'est ça ce que beaucoup d'intellectuels disent, que c'est la négation même de la souveraineté du pays. Charlie, je dis d'abord ceci. En droit international, quand vous faites partie de la communauté internationale, c'est une façon de renoncer à une partie de votre souveraineté. Voilà. La mission de la paix et de la sécurité internationale appartiennent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, tous les États membres aux Nations Unies ont donné une partie de leurs prérogatives à cette instance. Que les choses soient bien dites ici. L'accord qu'on a signé, j'en conviens, je suis tout à fait d'accord avec Bienvenue que nous sommes un État faible. Mais justement, cet accord de cette faiblesse-là, nous sommes incapables de nous défendre, de défendre notre population, de défendre nos frontières, que nous étions obligés justement de miser toutes nos cartes sur l'aspect diplomatique. Et un succès diplomatique, c'est conclu par un accord que toute la communauté internationale a parrainé. Dites-vous bien,
que le Rwanda n'a pas signé cet accord de gaieté de cœur. Dites-vous bien que l'Ouganda n'a pas signé cet accord non plus de gaieté de cœur. Ils ont été mis face à des pressions telles qu'ils ne pouvaient pas en être autrement. Donc je dis que cet accord est une excellente chose pour la RDC parce que tout d'abord, il est affirmé ici que le problème est avant tout extérieur. Écoutez, il y a une crise en Centrafrique. On n'a pas demandé à la RDC de ne plus apporter son soutien aux rebelles centrafricains. On n'a pas demandé au Congo-Brazza de ne pas apporter son soutien aux rébellions centrafricains. Mais ici, il est fait mention noir sur blanc à des États de la sous-région de ne plus apporter leur concours aux groupes armés. Mais ça veut dire qu'une fois que ces États là-bas violent leur signature, la communauté internationale, du fait qu'elle a parrainé cet accord, elle va enclencher les sanctions. Bien entendu, comme je le dis encore à ce micro, que la crise de légitimité ici, nos démons internes, ne sont pas à la base de cette agression. Mais je dis ceci, notre faiblesse à nous défendre, n'est-ce pas, procède de la faiblesse de notre État en termes de crise de légitimité, en termes de non-parachèvement de l'appareil sécuritaire en ce qui concerne toutes les réformes qui devaient être suivies après l'accord de Sun City. Donc tout ceci analysé globalement. Alors, ma question, attendez, comment cet accord, par exemple, comment la communauté internationale peut nous aider, par exemple, aujourd'hui, à améliorer la gestion des finances publiques, à améliorer la gestion de ressources naturelles, ainsi de suite, et surtout donner les services sociaux de base à la population. Charlie, dites-vous bien, dites-vous bien ceci, que par exemple quand on dit que la gestion des ressources naturelles, il ne s'agit pas par exemple de prendre le cuivre du Katanga, l'or de la province orientale ou le diamant du Kasaï, je sais pas moi, le pétrole du Bas-Congo et donner ça aux Rwandais, ça n'a aucun sens. Notre constitution affirme que l'État congolais exerce sa souveraineté sur les ressources naturelles. Oui. Mais nous avons des ressources transfrontalières. Oui. Donc les ressources transfrontalières, c'est-à-dire que si nous travaillons justement à une intégration économique à partir des ressources transfrontalières, ce sont des moyens d'apaiser les tensions, ce sont des moyens de ne plus nous faire la guerre. Regardez l'exemple de la France et de l'Allemagne en Europe occidentale. Ces deux États, c'était les ennemis jurés. Mais depuis qu'ils ont fait l'Union européenne, il y a une grande intégration, donc ils ne se feront plus la guerre. Ils ont écarté les raisons de se faire la guerre. Mais pour revenir, par exemple, à d'autres aspects, les aspects de démocratisation, les aspects du parachèvement de la réforme de l'appareil sécuritaire, ça saute aux yeux. Si on avait un appareil sécuritaire performant en termes de services de renseignement, en termes de police, en termes d'armée, il y aurait pas, les groupes armés n'allaient pas pulluler dans cette partie de l'Est. Donc, ce sont des trucs de bon sens. On demande aux Congolais, par rapport à leurs propres démons, de consolider la démocratie, de continuer la réforme de l'armée, de l'appareil sécuritaire, d'asseoir son leadership économiquement en n'étendant pas les opportunités. Parce que dites-vous bien, vous pouvez avoir tout l'or du monde, mais quand votre voisin a faim, et que vous avez le moyen de lui donner un peu de travail et que vous ne le faites pas, il sera tenté de venir vous agresser. Donc, en tant que pays leader, développons notre pays, nous allons exporter nos marchandises qui vont passer par le Rwanda, par l'Ouganda. Ces pays là-bas auront de l'économie, ils vont développer leur pays et c'est comme ça qu'on va se développer. Très bien. Alors Serge, je vois Serge en train de... Est-ce que c'est possible cela? Et d'abord, ça c'est la première question. Et de deux, comment on peut comprendre que ce que le président Kagame a raconté il y a un moment à l'occasion d'une interview sur CNN, c'est presque ces points de vue qui sont reprises dans cet accord lorsqu'il dit que le problème dans la région du Grand Lac, c'est la République démocratique du Congo qui a un État défaillant, pas organisé, et c'est à cause de cela que les gens peuvent se réveiller le matin, prendre les armes et aller faire des mouvements. Et aujourd'hui, on demande à la République démocratique du Congo presque de donner des réponses à toutes ces accusations. Vous ne trouvez pas que... Charlie, moi je pense que nous devons faire très attention, nous Congolais. Souvent nous sommes bons comme à jouer à la caisse à résonance des idées exportées, des idées des autres, de ceux-là même qui seraient en train de nous combattre. Je me pose la question en ce moment, est-ce qu'il y a eu guerre à l'est de la République démocratique du Congo parce qu'on n'a pas parachevé la réforme de l'armée, de l'enseignement, tout ce qu'on a commandé la police, raison pour laquelle nous avons la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Notre constitution consacre tout cela, c'est-à-dire que nous devons procéder à des réformes. Il y en a qui ont commencé, il y en a qui marchent sur la décentralisation, on en parlera tout à l'heure.
je ne pense pas qu'il y ait guerre en République démocratique du Congo parce qu'on n'a pas ou on a mal fait des réformes. Il y a guerre en République démocratique du Congo parce que les gens ont compris qu'ils peuvent servir leurs intérêts en déstabilisant la République démocratique du Congo. Est-ce que le Rwanda est plus démocratique que la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a guerre au Rwanda? Le Burundi est plus démocratique que la République démocratique du Congo? L'Ouganda est plus démocratique que nous? Est-ce que les gens ont la liberté des paroles que nous avons ici dans ces trois pays que moi je viens de citer? Pourquoi il n'y a pas guerre dans leur pays? Arrêtons de caricaturer, de répéter des choses qui risquent de blesser certaines susceptibilité ici. Avec tout le respect que j'ai pour nos voisins et pour ceux qui sont en train de nous suivre, on fait un débat des journalistes. Moi, je crois l'essence même de cette guerre, c'est les intérêts. Les gens voudraient se faire un peu du beurre sur le dos de la République démocratique du Congo et nous devons avoir seulement à nous taire et applaudir. On ne peut pas faire, je répète, c'est ce que je venais de dire, la guerre à la République démocratique du Congo sans avoir une base arrière, un lieu à partir duquel on peut être servi. Et on sait que c'est le Rwanda, c'est tous ces pays-là, ils ont été nommément cités. Le fait qu'on nous rappelle dans cet accord, ce que nous sommes censés faire, ce que nous-mêmes nous avons commencé, ce n'est pas Israël, je suis désolé, ce n'est pas une victoire. Parce que en fait des réformes, on le fait. Ce n'est pas au Rwanda de nous dire de savoir gérer notre pays alors que chez eux... Pardon. Parce qu'il a signé. Parce que tu as dit la communauté internationale, y compris le Rwanda. Ouais. Je suis désolé que tu puisses voir une victoire dans quelque chose qui n'en est pas une. Parce que nous sommes en train, en ce moment, de réaliser des réformes. C'est qu'eux demandent là. Nous, on l'a déjà commencé. Non, si pardon. On l'a pas. Pardon. Attendez, c'est pas entre vous deux le débat. Non. Attendez, qu'il finisse d'abord. Si ces réformes étaient arrivées à maturité. Est-ce que je peux terminer? Si ces réformes étaient arrivées à maturité, on ne serait pas agressé. Ça veut dire que moi, j'ai pas dit ici que non. Nous avons été agressés parce qu'on a Charlie, tu me protèges pas. Ça veut dire que les réformes n'ayant pas abouti, nous sommes un État fragile. Les gens la communauté internationale nous a rappelé. Nous sommes tous fragiles. Nous sommes membres de la communauté internationale et le gouvernement a pris avec fair play ces recommandations de la communauté internationale. Moi, je pense que ici, le problème, c'est quoi? Nous pensons toujours que les Rwandais, Paul Kagame, ils sont plus stratèges et plus intelligents que nous. Non, pour une fois... Il le démontre. Non. Mais pour une fois, en tout cas... En fait, c'est l'impression que dans cet accord, quand même... Ce qui semble ressortir de tes propos, moi je suis désolé. Dans cet accord, quand même, il apparaît quand même que le gouvernement a bien managé. Donc sur le plan diplomatique, ça veut dire que l'essentiel, l'agression rwandaise a été reconnue et nos faiblesses aussi ont été reconnues. Pour le Rwanda, il va arrêter de soutenir les groupes armés et nous allons approfondir notre démocratie. Très bien. Alors je pensais que j'avais la parole. Attendez, je vais revenir à vous. Je suis désolé. Bienvenue, attends depuis longtemps là de parler. Alors bienvenue. J'ai pas fini. Vous réagissez. L'accord, il est bon, il va nous amener la paix sur un plateau. Certains intellectuels l'ont dit, même si les ministres des Affaires étrangères et son collègue de la communication qui tenait un peu de presse au courant de la semaine ont dit qu'il faut parfois aussi qu'on arrête avec le pessimisme, croire que c'est toujours la République qui est le mal-aimé de tous les pays d'Afrique. Mais aujourd'hui, comment vous voyez toutes les conditions que cet accord nous impose? L'accord des capitulaires qui a été signé le 24 février 2013 à Addis Abeba, Charlie nous donne la mesure du degré de l'absence de conscience, de prise de conscience de la part de nos dirigeants. Quand vous me parlez de cette conférence de presse que j'ai suivie avec, à la limite, un dégoût, dégoût d'être congolais simplement, dégoût de me reconnaître dans ces dirigeants parce qu'ils ont été élus, c'est vraiment un dégoût. Raymond Tshibanda, un homme extrêmement intelligent, Lambert Mende, un homme extrêmement alerte. Mais quand on défend, ils sont en train de défendre des causes que je n'arrive pas à comprendre, je me dis soit ils sont incompétents et que je m'étais trompé dans mes convictions, soit ils sont dans les complots. Et là, je veux être un peu plus explicite. J'ai entendu les deux ministres dire qu'il y a des gens qui passent leur temps à effrayer la population sur une imaginaire balkanisation et puis juste après on fait un exposé sur la balkanisation pour dire que ça existe.
C'est comme si on ne comprend pas. Je prends juste un exemple, Charlie. Le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines dit à peu près ceci, je le cite. Il faut appliquer à la RDC un processus subtil avec le concours des Nations Unies, comme nous l'avions fait à Yougoslavie et au Soudan du Sud. Au Soudan. Au Soudan. Ça, c'est le sous-secrétaire d'État, Johnny Carson, de la superpuissance États-Unis. Un processus subtil avec l'aide des Nations Unies pour obtenir la paix à la Yougoslavie ou au Soudan. Qu'est-ce qui s'est passé à la Yougoslavie ou au Soudan? On a dépecé ces pays-là. Il y a la Yougoslavie en 5 morceaux, le Soudan en 2. C'est ce que Carson nous dit. Il le dit, il ne s'est pas caché. C'était public. Mais notre ministre nous dit que non, en République, ça ne va pas se faire. Mais quand vous voyez l'accord, c'est avec le parrainage des Nations Unies, hein, le parrainage des Nations Unies, un processus très subtil, un accord très beau, où on vous caresse dans le sens des poils, faites des réformes X, des réformes droites. Carson l'a dit, il faut que ça soit subtil. Le résultat, in fine, ça sera la balkanisation. Et là, j'ai comme l'impression que les dirigeants ne comprennent pas, le gouvernement ne comprend pas. Plutôt que d'accuser ceux qui alertent l'opinion, ceux qui prennent le courage de se dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu un accord sur le Rwanda, c'est parce que le Rwanda a une armée. Le Rwanda sait se défendre. Il n'y a pas eu d'accord sur le Burundi et l'Ouganda, mais c'est parce qu'ils savent se défendre. Nous ici, plutôt que de nous efforcer à mettre en place des structures pour nous sécuriser, nous faisons confiance aux Nations Unies qui a pour mission de piloter un processus subtil. Très bien. Je pense que là, si les dirigeants, Charlie, je vais chuter par là, si les dirigeants n'arrivent pas à comprendre cette subtilité, c'est qu'ils n'ont pas l'intelligence géostratégique nécessaire pour diriger un pays au Très bien, je crois qu'ils comprennent. Attendez, je crois qu'ils comprennent cela. Le gouvernement, d'abord le membre du gouvernement, en l'occurrence, le ministre vous avez le ministre des Affaires étrangères, il ne peut que devant la télévision qu'avoir un langage plus ou moins diplomatique, parce que le contour de tout ça, il y a des discussions. Attendez, attendez s'il vous plaît. Je suis pas d'accord avec vous. Non, attendez s'il vous plaît. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que les Nations Unies ça, c'est le pays, on ne blague pas. Veulent nous aider à avoir la paix en République démocratique du Congo, mais en contrepartie, ils nous demandent aussi de fournir des efforts en ce qui concerne la gouvernance, en ce qui concerne le parachèvement du processus démocratique, l'organisation des élections démocratiques transparentes, hein, la mise en place des structures qui peuvent donner des services sociaux de base, le transport, la santé, l'éducation, tout ça. Attendez, attendez. Alors ils ont été élus pourquoi? Voilà, je précise, nous devons avancer. Israël, je viens vers vous. Vous avez la parole. Attendez. Attendez, s'il vous plaît, vous avez la parole. Oui. Attendez, vous avez la parole, vous allez parler. Israël, pendant ce temps, les négociations à Kampala sont bloquées. Les M23 volent en éclats. 2 groupes maintenant, Sultan Makenga et les autres. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est une distraction de plus ou alors c'est la fin presque de ce mouvement rebelle et Kampala n'aura plus de sens? Non, tu sais, bon, je vais revenir sur Kampala qui est bloqué et sur le M23. Mais vous savez, je me redire ici. D'abord, un clin d'œil à l'ADG Freddy que j'aime bien, j'ai toute la sympathie, avec la théorie de la balkanisation. Bon, cette théorie a ses limites et donc il faut quand même accepter l'autre son de cloche. Il faut quand même accepter l'autre son de cloche, il faut quand même rester froid et serein. Et donc, je pense que la théorie de la balkanisation, vous ne pouvez pas empêcher les gens, des intellectuels, de réfléchir, des think tanks, de réfléchir que non, le Congo est un sous-continent qui est mal dirigé, peut-être que non, il serait mieux de le dépecer. Les gens ont réfléchi. Il y a eu des théories, des laboratoires. On dit, bon, voilà, ce pays est un frein à l'Afrique, ce pays était un pays ingouvernable, il est trop grand. Voilà, voilà. Il y a des gens qui ont réfléchi comme ça. On ne va pas leur empêcher cette réflexion. Mais moi, je me dis ceci, que cette théorie, que maintenant les États-Unis ou les multinationales anglo-saxonnes se décident à mettre cette théorie en place, on ne tiendrait pas. Je rappelle d'abord qu'il y avait déjà une balkanisation de fait ici en 2001. Ça veut dire qu'il y avait 3 administrations. RCD, le gouvernement de Kinshasa et le MLC principalement comme belligérants. Il y avait déjà une balkanisation de fait. Et je pense que si aujourd'hui nous sommes en un morceau, c'est parce que les Nations Unies y ont contribué. Alors, s'il vous plaît,
Le procès qu'on fait tout le temps à la communauté internationale de vouloir balkaniser le pays, dites-vous bien, vous reconnaissez vous-même que face au petit Rwanda, vous n'avez pas pu, n'est-ce pas, empêcher d'avancer dans nos frontières. Et donc, si la communauté internationale, les États-Unis veulent dépêcher ce pays, ils le dépêcheront. Quand vous parlez de la Yougoslavie, quand on parle même du Sud-Soudan, il y avait des clivages ethniques, il y avait des clivages religieux qui ont fait que les Sud-Soudanais, par exemple, ont voulu se détacher. En Yougoslavie, pareillement, il y avait des clivages ethniques et religieux, musulmans, chrétiens, bosniaques, serbes. Et c'est sur ces divisions là-bas, d'abord internes. Mais ici au Congo, il n'y a aucune population qui se dit nous voulons nous détacher du grand ensemble. Donc l'affirmation en l'unité congolaise, en destin commun est encore plus fort, ce qui nous préserve de la balkanisation. Donc le Sud-Soudan n'est pas comparable à la RDC. La Yougoslavie n'est pas comparable à la RDC. Donc toute proportion gardée, je pense que la théorie de la balkanisation, il faut la relativiser. Et donc il faut écouter aussi l'autre son de cloche des gens qui vous disent que... Allez-y maintenant dans le... Alors, pour revenir justement... au M23, c'est vrai, le M23 aujourd'hui est divisé. Bon, j'ai entendu encore, Kagame est tellement intelligent, tellement stratège que non, c'est encore un de ses stratagèmes. Arrêtons. Il est clair que Bosco Ntaganda est par exemple de la ligne dure parce qu'il n'a pas d'avenir politique. Le mandat de la CPI qui pèse sur lui le contraint à adopter une politique jusqu'au boutiste. C'est clair. Vous avez de notre côté Sultani Makenga, qui peut espérer avoir un avenir politique, donc qui a une position plus modérée. Et donc la scission s'est fait jour au sein de ce groupe armé, ils se sont divisés. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, ils sont moins nocifs qu'avant, parce qu'ils sont divisés entre eux, ils se font la guerre. Et d'ailleurs, je crois que le gouvernement a repris quelques localités, profitant justement de cette division. Je crois qu'il a investi Kiwanja et je crois une autre localité dont j'ai oublié le nom. Ça montre que non, la division du M23 profite justement à la paix, profite au gouvernement. Ça veut dire qu'il y aura une partie qui sera sensible, qui pourra être ramenée dans le cadre de la paix, et une autre partie que la force internationale qui va se déployer va facilement neutraliser. Vous voyez par exemple au Mali, les Français sont des bons soldats, des bons stratèges. Ils se sont appuyés sur la division qu'il y avait dans le nord entre les groupes armés pour les renseignements, pour qu'on les guide à travers les montagnes. Donc ici aujourd'hui, si vous avez un Sultani Makenga dans le camp gouvernemental de la paix, il sera plus facile de traquer Bosco Ntaganda et les autres. Donc moi je pense que c'est une excellente chose que le M23 soit Alors Serge, mais il y a une crainte, juste un dernier mot, il y a une crainte, c'est que ça peut peut-être compliquer les interlocuteurs si on n'arrive pas justement à réduire une faction. Voilà un peu. Alors Serge, le M23 vole en éclat, le même mode opératoire, on a vu avec les RCD qui s'est subdivisé, les CNDP aussi, à un moment donné, on a révoqué Nkunda par Bosco Ntaganda, et aujourd'hui, le M23 est né, le M23 lui-même, il passe par le même laboratoire, et la fin c'est la même chose. Alors, est-ce qu'on va dire, est-ce que l'histoire se répète dans notre pays? Moi, je pense que nous devons, par rapport à ce sujet, essayer d'avoir une vue globale de la situation. Tu l'as très bien expliqué, c'est un peu comme le phénix qui a la capacité de renaître de ses cendres. Est-ce que, malheureusement, contrairement à ce qu'Israël venait de dire, est-ce que ne serait-ce pas, encore une fois, un énième stratagème de la part de ces gens-là qui voudraient pérenniser cette instabilité à l'est de la République démocratique du Congo? Pourquoi seulement au moment où on a besoin d'un interlocuteur valable pour négocier avec le gouvernement qui est cette situation-là? Le fait qu'il y a scission dans M23 ne peut pas constituer une victoire pour nous. Pourquoi? Celui qui viendra, Makenga vient négocier avec le gouvernement congolais et Bosco continue la guerre. C'est-à-dire, les statu quo continuent. On sable les champagnes avec celui-ci, l'autre est là. Avec l'autre est là, il faut manier les armes. Mais ce n'est pas une victoire, ce n'est pas une... Pourquoi? C'est la question que nous devons nous poser et chercher à trouver des réponses ensemble en ce moment. Et il doit y avoir cette scission orchestrée, l'aile dure, dirigée par une personne qui est recherchée par la justice internationale et que nous, République démocratique du Congo, avions protégé, continué à protéger. Donc il y a autant de questions. Mais nous ne sommes pas nous-mêmes responsables de ce qui arrive parce que le monsieur qui hier a garanti la paix, c'est lui qui est en train de foutre les bordels, passez-moi l'expression. Bienvenue. Comment vous avez d'abord, ces gens-là, il faut rappeler,
ils se tirent dessus, les radios étrangères ou même la radio onusienne annonce qu'il y a eu des morts à cause des combats violents qui opposent ces deux factions du M23. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est la fuite en avant parce qu'il y a la traque qui arrive bientôt avec la brigade d'interposition, ou alors c'est parce que Kampala bloque et le M23 ne sait plus à quel sens c'est voué? Charlie, ça c'est de l'intelligence stratégique. C'est de l'intelligence géostratégique de la part de ceux qui nous agressent. Bon, en face, s'il n'y a rien, bon, on multiplie les stratagèmes, et si on ne les perçoit pas, c'est votre faute. Hein, les autres, ils savent comment vous réagissez, hein, ils savent si on vous donne du bonbon, hein, vous allez renoncer à l'éléphant qui est à côté. Donc, je rappelle simplement les faits. AFDL vient, contrôlé par le Rwanda et l'Ouganda, arrive à Kinshasa. Laurent Désiré, la fibre patriotique de Kabila, Laurent Désiré vibre. Il renvoie les militaires rwandais. C'est le RCD qui est créé. Le RCD vient jusqu'ici, vice-président de la République, prend des ministères clés. Quelques temps après, Nkunda était là. Et Nkunda avec le CNDP, à un moment donné, ça ne marche pas bien. Bosco Tanganda a été créé. Et aujourd'hui, Bosco Tanganda, infréquentable par il y avait Matenga et Runiga, et ils font une institution à l'intérieur. Les gens à Kinshasa applaudissent. Mais monsieur, l'histoire récente, ça ne fait même pas 20 ans. C'est une histoire récente. C'est même le présent. Hein, c'est notre histoire la plus immédiate qui s'est produite devant nous. Mais nous n'avons qu'à tirer les conclusions qui s'imposent. On n'a même pas à réfléchir. On voit le mode opératoire. Ça ne sert pas Cette scission-là, c'est une distraction pure et simple. Ça ne va pas profiter à la République. Ça va profiter à Kigali, qui va maintenant avoir plusieurs fers au feu. Hein? À chaque fois, il pourra retirer, s'il trouve que ce fer-là, Bosco Tanganda, bon, ça ne va pas aller, ben, il va retirer l'autre fer et le brandir comme autorité de Kinshasa. Merci, bienvenue. Je crois que tout ça, nous avons besoin, ainsi que le dit d'ailleurs cet accord, d'organiser l'État. L'État doit être organisé. L'État est vaste, mais on a opté pour la décentralisation, Serge, pour pouvoir trouver des solutions à la gouvernance, rapprocher l'administration des administrés. Mais apparemment, nous n'avons pas la possibilité, ou nous ne sommes pas jusque-là parvenus à réussir ces paris. Par exemple, dans des grandes villes, on prend Kinshasa, où les communes sont vastes, on ne sait pas rapprocher voilà, de l'insécurité et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je ne pense pas que Kinshasa soit, entre parenthèses, une ville aussi violente que Bogota, New York ou Johannesburg. Ce sont des faits des sociétés, de la vie urbaine, on en trouve partout. Mais je pense que le problème réside au niveau de la capacité de chaque municipalité à réagir face à ces phénomènes. Je pense que c'est là où le problème pouvait se poser. Je crois, Charlie, sincèrement que tel que c'est inscrit dans notre constitution, la décentralisation peut être une chance pour le développement de la République démocratique du Congo, pour autant que les initiatives de développement devaient partir de la base. Mais il y a un problème, il y a un couac. D'abord, même deux, c'est un processus, ça doit prendre du temps pour former, on devait aller à plusieurs, plus de 26 provinces, mais, des provinces 7, mais peut-être ailleurs, à Bukungu, qui est là par exemple, je ne sais pas quelle structure, il y en a, il n'y a pas de maison, le gouverneur habiterait ou roulerait avec quoi? Donc il y a des préalables à tout cela, donc nous devons nous accorder du temps, mais aussi nous donner les moyens. La Constitution a parlé des 40% de rétrocession, qui ne sont jamais arrivés. Des retenus d'ailleurs même. Oui, retenus à la source, puis rétrocession. Et maintenant, qu'est-ce que le gouvernement central rétrocède aux provinces? C'est la partie fonctionnement, le budget de fonctionnement. Le budget investissement est actionné au niveau du gouvernement central. Les provinces sont obligées, avec ce que la Constitution leur accorde comme acte rétrocédé, comme moyen, de se trouver des moyens, des fonds propres, c'est-à-dire sans trop compter sur ce qui doit arriver du gouvernement central, vu les difficultés autres que celui-ci connaît. Donc, il y a par exemple l'exemple de Kinshasa. Je travaille un peu sur ce domaine-là, la décentralisation. Avec les actes rétrocédés, aujourd'hui la DGRK est en train de mobiliser de l'argent pour donner aux
à la province le moyen de réaliser ses promesses, sa politique. Bon, je ne sais pas, je prendrais comme l'exemple la campagne impôt foncier, mais là aussi il y a des difficultés parce qu'on a rétrocédé aux provinces des impôts que la DGI ne parvenait pas à recouvrer. Je citerai l'impôt foncier. Il n'y avait pas de répertoire, il y avait à peine une centaine de personnes physiques qui s'acquittaient de ces... Aujourd'hui, on a évolué, vous voulez dire. Aujourd'hui, on a évolué à travers la campagne, une campagne qui s'est faite, impôt foncier, que je suis personnellement. On est passé à plus de 37 000, presque 140 000 personnes répertoriées à travers la ville de Kinshasa, mais sans prendre en compte le quartier UP urbanisé de la Gombe, ma campagne Montfleury et autres. Très bien. Alors, Serge, oui, vous chutez parce qu'on doit donner la parole à quelqu'un d'autre. C'est rien par rapport à l'immensité de Kinshasa, si on veut imaginer le nombre de parcelles à Kinshasa, mais c'est quelque chose par rapport à 1-2 ans, parce qu'il n'y avait rien. Il y avait à peine une centaine de personnes qui s'acquittaient de ces devoirs fiscaux. Très bien. Alors, Israël, l'impôt est d'abord obligatoire. Comment on peut comprendre que dans un pays, dans une administration, dans une ville, qu'il y ait des gens qui refusent qui sont légalement assujettis, mais qui refusent de payer leur impôt? Bon, l'impôt est obligatoire, c'est vrai, mais bon, encore faudra-t-il que les institutions reflètent justement le choix populaire. Nous sommes dans un pays où il y a des crises de légitimité. Le gouverneur en place... Au niveau de, par exemple, à Kinshasa, il y a le gouverneur en place, son légitimité. mandat a expiré depuis longtemps. Il est en quoi est-il légitime? Kimbuta n'est pas légitime, l'Assemblée provinciale n'est pas légitime, et il en va de même de toutes les autres provinces. Soyons un État sérieux, respectons les échéances électorales, renouvelons les mandats quand il faut et dans des processus transparents. Voilà ce que nous dit la communauté internationale. Mais vous pensez que ce sont les institutions, mais si on n'a pas de structure pour... Voilà pourquoi il y a guerre à l'Est. Voilà, non, je ne dis pas que voilà pourquoi il y a la guerre. Ouais. Je dis toujours, il y a une confusion dans la tête de Serge. J'aimerais la lever une fois pour toutes. J'ai dit ceci, que l'agression qu'on a eue à l'Est n'est pas du fait de la légitimité. Mais je dis, notre faiblesse interne ne nous donne pas les moyens de repousser cette agression. Voilà. Donc un fou peut se lever n'importe quel matin et vous agresser. Mais si vous êtes structuré, à l'intérieur vous êtes fort, vous êtes unis. Oui. Nous sommes une maison. Ça veut dire que si nous considérons que nous ici, nous formons un foyer, et que nos ennemis d'en face en veulent à Serge, si moi je suis en harmonie avec Serge, ils ne passeront jamais par moi. Si Serge est en harmonie avec toi, c'est ça la cohésion nationale. Alors tant que moi je ne suis pas en harmonie avec Serge, je pense que je suis facilement manipulable par l'ennemi. Voilà le concept de la cohésion nationale. Très bien. Kabila a compris. Merci. Mais pour revenir justement à la décentralisation, par la bonne gouvernance. Donc l'échec d'abord, qu'on nous dise d'abord comment est-ce que sont affectées les ressources naturelles, les ressources financières de la ville, par quel processus sont-ils collectés. Il faut qu'il y ait une chaîne de la dépense, il faut qu'il y ait aussi une chaîne de recettes bien structurées. Des communes, il faut tout ça. Aujourd'hui, vous avez les recettes des marchés dans toutes les communes. Qui prend ça? Comment on les dépense? C'est un fou total. Il faut qu'il y ait des budgets communaux, qu'on les voie. Mais tout ça aussi, c'est parce qu'ils sont des gens nommés, sans légitimité, qui n'ont de compte à rendre à personne. Donc, approfondissons la démocratie. Mettons des gens voter. Les conseils municipaux vont voter des bourgmestres qui rendront compte dans des assemblées normales et ils auront peur de dépenser l'argent des Congolais comme l'argent de leur poche. Très bien, merci. Attendez, on va finir avec vous, Serge. Bienvenue. D'abord, l'impôt foncier, c'est quand même quelque chose qui devait, parmi les véritables sources qui pouvaient générer beaucoup de ressources à la ville de Kinshasa, par exemple, ou au pays. Mais qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui fait que les gens ne payent pas? Qu'est-ce qui fait que ce qui est d'ailleurs, les peu qu'on paye, on ne voit pas qu'est-ce qu'on fait avec? Non, Charlie, il faut dire que les gouvernements provinciaux actuellement en place, le mandat court. Il n'y a pas eu d'élection provinciale. Le système a estimé qu'on n'a pas besoin de faire la démocratie à la base. On n'a pas à se prévaloir de ses propres turpitudes. Donc, les gens qui sont là, ils sont en train de gérer à notre nom et ils nous engagent. Alors, par rapport à l'impôt foncier, ce qui est intéressant dans cette histoire, parce que moi je suis également de très loin cette affaire, c'est que les populations de Makala, de Ngaba, de Selembao acceptent de payer facilement. Mais les populations de ma campagne, là où il y a des dirigeants, là où les dirigeants, leur deuxième bureau, leurs enfants, leurs dépendants habitent, là on ne paye pas. Et curieusement, on ne les recense même pas. Même l'électricité et l'eau, ils ne payent pas. C'est comme ça. C'est ça la contradiction d'un pays où l'on trouve les riches qui ont tous les avantages,
et les pauvres qui ont toutes les obligations. Je pense que le gouverneur de la ville, pour que sa campagne puisse bien marcher, puisse réussir, moi je salue cette campagne. Il faut que les gens apprennent à payer l'impôt. Hein. Des pays comme la Belgique, la Belgique vit de l'impôt. Il faut que les gens apprennent à payer l'impôt. Et c'est même un impôt qui n'est pas aussi cher que cela. Le gouverneur doit commencer par des communes UP. Il doit commencer à faire payer l'impôt à Gombe, ma campagne, à Ngaliema, dans des communes où les gens qui ont suffisamment de moyens, qui ont construit des maisons à plusieurs fenêtres, ont des possibilités de payer, plutôt que de se rabattre exclusivement et principalement, comme actuellement, sur les gagnes petits qui sont dans nos quartiers, nous d'en bas. Mais, quand on pose également la question de l'utilisation des fonds, c'est fondé. Il y a des structures appropriées pour contrôler. Mais on ne peut pas pour cela empêcher le gouvernement provincial à élargir l'assiette. Moi, j'ai toujours milité pour l'élargissement de l'assiette. Ça permet à ce que le poids soit ressenti le moins possible individuellement et que la caisse soit remplie le plus possible. Pourvu que cet argent serve à l'intérêt. Alors, à l'intérêt public. Que ça soit d'abord collectif. Serge, vous aviez un mot là à dire pour conclure? Non, je dis, nous faisons un débat des journalistes. C'est de notre responsabilité, au lieu de poser des questions, d'aller trouver des réponses. Au jour d'aujourd'hui, je peux te dire, tous les actes générés par la ville de Kinshasa ne passent pas entre les mains des individus. Il y a des comptes qui sont ouverts dans des banques de Kinshasa. En tout cas, je lance le défi à quiconque qui voudrait un peu vérifier. Non, vous n'êtes pas porte-parole de l'hôtel de ville de Kinshasa, il faut... Non, oui, allez-y. Moi, j'ai analysé. Oui, allez-y. J'ai dit, la décentralisation, elle est aussi financière. Il y a la nouvelle loi financière qui est là, qui définit une certaine manière de gérer. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'argent entre dans la caisse, compte de l'hôtel de ville. De l'hôtel de ville. Quant à l'affectation de cet argent-là, c'est là où nous, journalistes, devrions aller vers le monsieur qui nous gère aujourd'hui pour savoir ce qui s'est fait. Il y a des réalisations ici que certains mettent sur le compte du gouvernement central. Mais quand j'ai dit les fonctionnements, on est dans le cadre de la décentralisation, le budget investissement est actionné et géré essentiellement par le gouvernement central. C'est difficile de savoir si ce travail a été exécuté sur fonds propres des provinces ou sur fonds propres du gouvernement central. Donc c'est à nous journalistes d'aller chercher l'information et de dire qu'il y a quelque chose qui doit se faire. Nous devons savoir l'affectation de cet argent. Merci. Vraiment, on va terminer avec Israël qui avait quelque chose à ajouter. Juste un petit... Moi, j'aimerais que la bonne gouvernance, en tout cas, se diffuse jusqu'à la base. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je pense que il y a un danger sur le processus de décentralisation. On risque de décentraliser l'opacité parce que les gouverneurs qui ont reçu un certain pouvoir ne se sont pas montrés des bons gestionnaires. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je crois que ce sont des analyses qui vont nous pousser à travailler davantage parce que ce n'est pas d'abord bon que les gens nous donnent des leçons. Les pays mal gérés, les pays de la corruption, le pays de viol. Ça n'honore pas les Congolais que nous sommes. Je crois que le Congolais, il y a des intelligences dans tous les niveaux et dans tous les secteurs de la vie. Nous sommes capables de faire un gouvernement des hommes intègres qui peuvent travailler pour l'intérêt collectif. Et c'est possible. Même ceux qui sont là actuellement. Il suffit d'un peu de bonne volonté seulement, ils vont donner les meilleurs d'eux-mêmes et le peuple sera dans la joie. Je crois que c'est ça le credo que nous avons toujours soutenu dans cette émission. Nous allons vous retrouver avec le même plaisir lors du prochain numéro. Et dans l'entretemps, restez avec nous sur Télé 7. Au revoir. Merci.